L'heure du crime aujourd'hui est dominée par une question. Les habitants de Pont-Saint-Esprit ont-ils été, en 1951, les cobayes de la CIA ? Nous allons tout de suite revenir pour commencer cette émission sur les événements dramatiques qu'a vécu ce petit village du Gard pendant l'été 1951. Pont-Saint-Esprit, dans la nuit du jeudi 16 août 1951, l'un des meilleurs boulangers du village, Roch Briand, prépare ses fournées de pain et de baguettes avec de la farine achetée dans la région, sans se douter qu'il sera bientôt la cible de l'actualité pendant plusieurs mois, ce qui le conduira à fermer son commerce et à quitter les lieux. Les premiers à s'apercevoir que quelque chose d'inquiétant est en train d'arriver sont les 3 médecins de Pont-Saint-Esprit. Dans la soirée du jeudi 16 août, en effet, et dans la journée du 17, un nombre inhabituel de patients se rendent à leur consultation. Ils se plaignent de nausées, de fièvre, de vertiges. Certains disent qu'ils ont perdu le sommeil, d'autres manifestent des signes inquiétants d'agitation. Les médecins se réunissent entre eux, ils pensent immédiatement à une intoxication alimentaire collective, mais une intoxication qui prend des proportions inquiétantes. Les jours suivants, le phénomène ne diminue pas. Les cas se multiplient, ils s'aggravent. Les médecins ne savent plus où donner de la tête entre leurs cabinets remplis de malades et les visites dans les fermes où de plus en plus de paysans, d'ouvriers agricoles et aussi d'enfants semblent atteints par le même mal. À cette époque, il faut savoir que la base de l'alimentation dans les campagnes est encore le pain. Il n'est pas rare qu'un paysan en consomme de 1 à 2 kilos chaque jour. Les médecins pensent donc d'abord à une intoxication par le pain. Les symptômes leur rappellent le fameux mal des ardents, cette maladie qui sévissait dans les campagnes au Moyen-Âge et dont l'agent responsable était connu pour être l'ergot de seigle, qui contient un alcaloïde provoquant de graves désordres physiques, psychiques, des douleurs et aussi des démangeaisons intolérables ainsi que des phénomènes d'hallucination. Il décide donc de prévenir le maire du village et il lui conseille de fermer immédiatement toutes les boulangeries par mesure de précaution. Pendant le week-end et les jours qui suivent, la mystérieuse maladie se répand comme une traînée de poudre. La situation sanitaire devient rapidement incontrôlable, ingérable, dans la ville bien sûr, mais aussi dans les environs. Les personnes touchées éprouvent des maux de ventre, des maux de tête, des picotements, des fourmillements qui atteignent ensuite l'ensemble du corps. Certains s'arrachent la peau en se grattant, d'autres ont des sensations de froid intense, d'autres encore éprouvent des brûlures, des sensations de morsure. Le dimanche, on est obligé de passer la camisole de force à un ouvrier agricole italien qu'on appelle le Mille. Il a tenté de se suicider pour échapper à ses douleurs et on l'interne près d'Avignon, dans un asile psychiatrique où il restera plus de 3 mois. Des personnes qui ont partagé son repas se sentent ensuite attaquées par des insectes. Ils voient des serpents, des bêtes inconnues qui les attaquent. Le directeur de la coopérative de céréales voit, lui, des fleurs géantes, somptueusement colorées, qui éclatent, dit-il, en gerbes de feu. Un paysan hurle que son corps rapetisse. Un autre voit se déformer la pièce dans laquelle il se trouve. Les cloisons des murs se rapprochent, dit-il. Le plafond descend vers le plancher. Il pense qu'il va finir écrasé. Et puis encore, cet enfant de 11 ans qui se jette sur sa mère et qui tente de l'étrangler. Une vingtaine d'habitants de la Grand-Rue, proches de la boulangerie Briand, sont terrassés. La nuit du vendredi 24 août sera la nuit de l'apocalypse, selon les mots d'un des médecins totalement débordés, le docteur Gabaye. Pendant cette nuit, le délire et le chaos sont partout. Des gens courent dans les rues, poursuivis par des monstres et des ennemis imaginaires. Certains voient des flammes sortir du bout de leurs doigts. Ils supplient les médecins de ne pas les toucher, car ils pensent qu'ils vont eux aussi se brûler. Un homme hurle qu'il est une libellule et il se jette dans le vide d'une fenêtre du premier étage. Pendant ce temps, dans les hôpitaux et dans les asiles de la région, le personnel est obligé de sangler, d'attacher les malades sur leur lit car ils sont devenus incontrôlables. Le samedi matin, le maire décide de faire interner d'office une trentaine des habitants les plus agités. Une procession sinistre d'ambulances civiles et militaires arrive de Nîmes, de Montpellier, d'Avignon, dès 6 heures du matin et ils embarquent avec l'aide des gendarmes, ceux que la presse appellera les forcenés. Le jour se lève sur un village choqué, un village où les gens n'ont plus qu'un mot à la bouche, le pain, le pain.
le pain du diable. On parle de punition divine, de malédiction. En quelques heures, Pont-Saint-Esprit semble plonger dans l'obscurantisme du Moyen-Âge et les journalistes venus de toute la France investissent les lieux. Ils amplifient encore, si c'était possible, une situation inédite. Les titres à la une accusent le pain qui rend fou. Ce qui ajoute encore à la confusion, c'est le comportement des animaux. Dans une ferme, le chien a refusé le bout de pain qu'on lui tendait, le chat s'en est emparé, il se met à faire des bonds qui atteignent le plafond de la pièce, il meurt dans d'atroces souffrances pendant que le maître des lieux, lui, s'enferme dans la cuisine où il décharge son fusil sur des ennemis imaginaires. Dans la cour d'une ferme, les oies et les canards sont pris de convulsions. Un chien attaque un arbre. À la mairie, les autorités tiennent réunion sur réunion pour tenter de trouver une réponse à la crise. Bilan, on le disait tout à l'heure, 300 personnes touchées, 5 à 7 morts directement ou indirectement attribuables au pain du diable. Une trentaine de personnes passeront de longs mois en hôpital psychiatrique, puis au fil des années qui passent, la mémoire de l'événement s'estompe peu à peu. En 2009, un livre paraît aux États-Unis. Son auteur accuse la CIA, les services secrets américains, d'avoir pris, dit-il, les habitants de ce petit village du Gard comme cobayes pour les besoins d'une opération top secret de l'armée américaine destinée à expérimenter les effets du LSD dans le cadre de la guerre froide. Mon invité, le journaliste d'investigation Olivier Pighetti, va maintenant nous raconter son enquête en France et aux États-Unis. Bonjour Olivier Pighetti. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous venez de passer, j'imagine, des mois, voire peut-être, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez commencé cette enquête, mais de très longs mois, à plonger dans une histoire totalement hallucinante. Et votre enquête sera diffusée sur France 3 la semaine prochaine, le 8 juillet, à 23h15. J'ai vu, pour préparer l'émission, votre film. Comment avez-vous été amené à enquêter sur cette affaire ? En fait, je me suis toujours intéressé à la manipulation mentale et donc à tout ce qui tenait, ça peut être de l'hypnose, mais aussi des drogues et l'utilisation de ces manipulations mentales par les gouvernements, ça peut être les Russes, les Chinois, les Américains. Les Français n'ont pas beaucoup travaillé là-dessus. Et en fouillant un peu là-dessus, je me suis aperçu que à cette époque, donc le LSD était très utilisé, et je me suis rappelé de cette affaire de Pont-Saint-Esprit, et donc j'ai fouillé dans cette affaire-là, sachant que à l'après-guerre, les Américains qui ont voulu être un peu les garants d'une sorte d'éthique mondiale ont monté les tribunaux de Nuremberg, mais qu'en même temps, ils exportaient, entre guillemets, des centaines de scientifiques et notamment des médecins nazis qui auraient dû être traduits devant ces tribunaux et leur ont dit venez chez nous, on vous paye, vous changez de nom, vous changez de vie, mais par contre vous nous donnez vos savoirs. Donc ils ont continué ces expériences à très grande échelle. Pont-Saint-Esprit, 1951, que s'est-il vraiment passé dans ce village en plein été, alors qu'on venait de finir de récolter le blé, qu'on s'apprêtait à faire les vendanges, et puis brutalement il y a cet événement hallucinant que j'ai évoqué il y a un instant. Alors évidemment, beaucoup de gens pensent, et je pense que parmi ceux qui écoutent l'émission, certains se disent oui, mais bon, les journalistes ont la main leste quelquefois pour décrire les phénomènes, ils en rajoutent pour faire du spectaculaire, du sensationnel. Alors, avant de reparler avec Olivier Pighetti de son enquête, 1950, le début des années 50, en fait, c'est la naissance d'un produit qui n'est pas du tout connu du grand public, qui s'appelle le LSD, qui a été découvert par un laboratoire qui est le laboratoire Sandoz et par l'un de ces chimistes dont vous parlez beaucoup dans le film. Albert Hofmann, tout à fait, exactement. Albert Hofmann découvre le LSD. Donc à l'après-guerre, il y a eu une sorte de course entre les Russes, les Chinois, les Américains, à l'arme parfaite. Parce que c'est la guerre froide qui commence et du coup chacun veut prendre ses positions et veut surtout trouver l'arme fatale qui permettra non seulement de soumettre des populations entières sans avoir à tirer un coup de feu, qui permettent de servir de sérum de vérité absolument parfait, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas remettre en question, et d'autre part de former des robots humains capables de tuer à leur encontre
sans le savoir, donc de tuer d'autres personnes, donc de robotiser des êtres humains. On n'est pas dans un film de science-fiction, on est dans une réalité des services secrets de l'époque, partagée donc responsabilité partagée par tous les grands services secrets de l'époque. Et alors, ce qui est intéressant, excusez-moi, je vous en prie, parce que je tiens vraiment à préciser ça, c'est que tout le document que j'ai fait est basé sur des documents de la CIA, des documents de l'armée qui ont été révélés par l'armée et la CIA, donc qui sont incriticables. À aucun moment on peut dire ah ben non, ça ce sont des spéculations, c'est pas vrai, c'est des élucubrations de journalistes. Tous les documents que j'ai eu en main viennent du gouvernement américain. Et il faut pas oublier que Clinton s'est excusé au nom de l'Amérique en 95 pour toutes les expérimentations qui avaient été faites sur des cobayes non volontaires et notamment et surtout aux États-Unis. Et donc il a crédibilisé toutes ces théories. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de documents déclassifiés à un moment, et certains ont d'ailleurs été certainement déclassifiés par erreur. Hein, vous en parlez. Oui, la grande. Celui où on lit le nom du village de Pont-Saint-Esprit. Tout à fait, qui revient dans un document de la CIA et qui revient dans un document de la Maison Blanche aussi. Et donc ce qui n'était pas rien. On a oublié de caviarder, quoi. Tout à fait, oui. À l'époque. Alors, vous avez rencontré évidemment des gens qui ont subi ces horreurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On se rend compte qu'il y a eu toute une sorte de système qui s'est mis en place dans l'esprit de ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire la guerre froide, trouver l'arme fatale. On va travailler sur des cobayes, évidemment, qui ne savent pas qu'ils sont des cobayes. On les trouve dans les prisons, on trouve à l'armée, bien sûr, dans les universités et dans les hôpitaux énormément. Alors le LSD effectivement il faut aussi pouvoir expliquer ce que c'est le LSD, parce qu'on a appelé ça pendant très longtemps une drogue très festive. D'ailleurs, Woodstock, etc. On s'arrosait de LSD, tout le monde en prenait, etc. Donc on peut se dire, mais c'est pas dangereux le LSD. Effectivement, si je vous invite à une soirée, Monsieur Pradel, et que je vous dis, venez, on va se prendre une petite dose de LSD, votre esprit va être prévenu. Et vous allez savoir que vous allez vivre un moment un peu spécial. Vous risquez éventuellement d'avoir un bon trip ou peut-être un mauvais trip. Maintenant, si je le mets là maintenant dans votre café sans vous le dire, tous les grands spécialistes m'ont dit, sans exception, ils m'ont dit le trip peut être absolument terrifiant et mener jusqu'à un suicide. Vous pouvez aller sauter de la fenêtre ici dans la rue, etc. Donc ça dépend dans quel contexte on prend ce type de drogue. Et alors, vous allez plus loin que vous avez recueilli des témoignages directs de femmes, d'hommes qui expliquent ce qui leur est arrivé et dans quelles circonstances. Certains ont retrouvé leurs dossiers médicaux également, où sont inscrites. Alors ça, c'est les merveilles de l'administration, c'est-à-dire qu'on note scrupuleusement ce qu'on donne, et dont une malheureuse femme qui a subi par exemple des électrochocs. Mais on se dit, et vous le dites dans le commentaire du film d'ailleurs, à cette occasion, un certain nombre de scientifiques sont devenus fous. Fous, complètement fous, c'est-à-dire qu'on prenait les meilleurs dans les meilleures universités, donc on allait dans les services médicaux, on prenait les meilleurs médecins. Ewan Cameron, qui était au Canada, était président de la psychiatrie, de l'association de la psychiatrie mondiale. Il était reconnu, alors que c'est lui qui a fait le plus d'atrocités. Et si je reviens à cette femme, effectivement, parce que c'est un très bon exemple, elle a subi des électrochocs à des doses insurmontables pour l'être humain, insurmontables. Elle a subi jusqu'à 45 électrochocs dans la journée, d'une durée de 30 secondes, alors que généralement ça dure 1-2 secondes, un électrochoc. Elle a été... Et on voulait, pardonnez-moi là, je vous arrête là-dessus, on voulait, dit-elle, briser sa personnalité pour voir jusqu'où on pouvait ensuite, sur une personnalité brisée, créer du néant. Créer une sorte de robot humain. Et ensuite, construire quelque chose pour permettre de manipuler cette personne et en faire exactement ce qu'on voulait. Et il faut savoir que cette personne, parce que on est allé jusque-là, c'est terrifiant, mais c'est comme ça, on lui a
On lui a inséré une sorte de capteur dans le cerveau. Un implant. Une sorte d'implant, parce qu'on cherchait justement à télécommander les gens à distance, et donc on envoyait des chocs électriques sur certains plans pour voir si comment du cerveau, réagissait la personne. Donc on voulait vraiment robotiser une partie de la population pour en faire des sortes d'armes de guerre. En fait. Et ce qui est terrible aussi pour le spectateur, ceux qui vont découvrir votre film la semaine prochaine sur France 3, c'est que ce ne sont pas que des propos tenus sur lesquels on peut toujours dire oui, mais peut-être il y a de l'exagération. Il y a des images, il y a des expériences qui ont été filmées. On va en parler dans un petit instant. Olivier Pighetti a commencé à nous raconter le contexte de cette enquête qu'il a menée à la fois aux États-Unis et en France, bien sûr, avec comme trame de fond la grande question sur ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit en été 1951. Est-ce que vraiment on peut imaginer que la CIA, l'armée américaine, mais à ce moment-là avec peut-être des complicités françaises, on y viendra tout à l'heure, aurait choisi ce petit village du Gard pour tenter une expérience sauvage, si j'ose dire, en rendant les habitants cobayes de cette expérience et en répandant du LSD. On verra tout à l'heure comment on peut imaginer qu'ils aient introduit le LSD dans ce village. Tout ça, ça nous ramène, Olivier Pighetti, à la guerre froide, à la guerre de Corée, à l'invention du LSD dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que les psychiatres qui s'occupent des pilotes américains qui ont été prisonniers en Corée du Nord, prisonniers soit des Coréens du Nord, soit des Chinois, reviennent après avoir subi ce qu'on appelait à l'époque un lavage de cerveau. Et ils veulent voir si le LSD permet de laver le cerveau aussi ou de résister. Tout à fait. Quand ils rentrent de là-bas, les Américains s'aperçoivent que certains pilotes ont embrassé, entre guillemets, les idées de leur ennemi, et notamment en donnant des informations qui se sont finalement avérées vraies, notamment l'utilisation de produits chimiques par l'aviation. Oui, bien sûr, le fameux produit orange. Exactement, oui. Les Américains ont toujours nié, mais en fait, ils les avaient bien. Donc, en fait, ils se sont dit, mais il faut qu'on fonce là-dessus et qu'on obtienne des fonds. Du coup, la CIA a demandé des fonds très importants pour pouvoir travailler sur le cerveau humain. Voilà. Et la CIA était dirigée par un électron libre, Richard Helms, qui lui a régné pendant des années et qui ne prévenait absolument personne, c'est-à-dire que les politiques n'étaient pas prévenus. Lui disait, j'ai un département qui travaille sur le cerveau, sur l'hypnose, parce que l'hypnose c'est quand même relativement doux, ou sur certaines drogues, mais des petites drogues comme le LSD on estimait que c'était pas trop dangereux, ou de la marijuana, des choses comme ça. À côté de ça, ça a été le bombardement, mais il faut savoir qu'ils sont allés jusqu'à bombarder des villes. Ils ont bombardé San Francisco. Des villes américaines, des opérations secrètes. Ils ont bombardé de la CIA, 2 navires de guerre avec des maladies nosocomiales San Francisco. 2 navires de guerre sont approchés des côtes de la Californie. Ils ont tiré, c'est des armes biologiques et chimiques, quoi. Exactement. En gros, quoi. Et ils ont, ceci est documenté par l'armée, donc a été révélé au grand public. À Philadelphie, il y avait des camions qui passaient et qui bombardaient, même chose, des virus sur la ville pour voir à quelle vitesse se propageaient les virus. Notamment le virus de la coqueluche, je crois, vous citez. Alors ça, c'était en Floride, encore un autre endroit. On a bombardé Tampa avec le virus de la coqueluche. Des millions de moustiques ont été infestés par la dengue et la fièvre jaune. On les a relâchés sur la Floride. Le métro de New York, on a mis dans les ampoules des virus pour savoir à quelle vitesse ça se... Voilà. Et on est allé les casser pour savoir à quelle vitesse se propageaient ces virus. Dans le métro de New York. Tout ceci est documenté par les Américains, par l'armée américaine, par la CIA américaine, et donc est absolument incritiquable. Oui. Alors, évidemment, quand on prend ces témoignages et ces images, je reviens aux images. On voit des prisonniers, en fait, parce que, prisonniers de camisole chimique, et puis des vrais prisonniers aussi, d'ailleurs, dont un qui témoigne devant votre caméra. Absolument, oui. Alors, dans les prisons, c'était le laboratoire parfait, la prison. C'était fermé à l'extérieur, donc rien ne sortait. Les prisonniers étaient des gens, des indigents pour la majorité. Souvent noirs d'ailleurs,
on leur disait SDF, sans famille, enfin voilà, des gens qui pouvaient pas se plaindre, qui avaient besoin d'argent, donc on leur proposait $1 par jour pour tester par exemple des bains moussants. Ouais. Donc on leur donnait des bains moussants, on les prenait à part, on leur mettait sur le dos du bain moussant. En fait, il y avait aussi un spray avec dans une sorte de boîte de conserve de l'armée. On envoyait ça avec, et en fait, il s'agissait d'agents terribles comme l'agent orange, comme le gaz sarin, comme des drogues extrêmement puissantes, mais qui ont non seulement tué dans ces prisons-là, mais qui ont surtout incapacité des gens, mais pendant des années. C'est-à-dire qu'en sortant de prison, ils ne pouvaient plus travailler, ils étaient impuissants, ils avaient des problèmes de peau, comme des serpents. Il y avait la peau qui sortait du corps. Tous les intestins étaient complètement en vrac. Et tout ça, donc, c'était des expériences. Ce détenu là me disait que il a vu quelqu'un casser une porte en fer tellement il était devenu fou à l'intérieur et qu'il voulait sortir de la chambre d'expérimentation dans laquelle il se trouvait. Donc, ce sont des expérimentations qui ont eu lieu sur des milliers et des milliers d'Américains, ce qui est très surprenant parce qu'on aurait pu penser que les Américains auraient fait ça à l'étranger. Ils ont fait ça effectivement en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, voilà, Nicaragua, au Venezuela. Berlin était un laboratoire d'expérimentation parce qu'on allait prendre un espion à droite, un espion à gauche, et puis on le mettait dans une cave et puis on en faisait un peu ce qu'on voulait. Et dans ce même cadre, donc ce petit village français. Alors, allons savoir pourquoi, en toute honnêteté, je ne peux pas vous le dire, pourquoi Pont Saint-Esprit. Mais bon, on va en parler de ça, on va prendre le temps d'en parler. Je voudrais juste dire une chose, puisqu'on l'a cité tout à l'heure, mais très rapidement. En fait, le scandale, il commence vraiment en 2009 aux États-Unis avec ce livre qui paraît. Le titre anglais Terrible Mistake, donc la traduction, c'est donc une terrible erreur. Il est signé d'un journaliste américain qui s'appelle Hank Albarelli, et c'est lui qui au départ dit ces expériences, puisqu'il a enquêté lui sur les expériences de l'armée américaine et de la CIA aux États-Unis, ces expériences se sont ensuite dirigées sur les drogues de synthèse, et il avance un argument sur lequel on va revenir ensemble. Il dit d'ailleurs, il y avait un homme qui était au courant de tout ça, qui s'appelait Frank Olson, voilà. Et cet homme s'est suicidé, mais ce suicide, on peut penser qu'il faisait partie de la CIA. Voilà. Alors on va parler de Frank Olson, de ce livre de Hank Albarelli et de ce que vous ont dit ceux que vous avez rencontrés au cours de votre enquête. C'était 1951, ergot de seigle, maladie des ardents ou expérience secrète de la CIA et de l'armée américaine avec une drogue qu'on venait de découvrir. Un chimiste suisse, Hoffman, venait de découvrir le LSD quelques années auparavant. Alors, Olivier Pighetti, je citais ce livre par qui le scandale est arrivé aux États-Unis en 2009. Vous avez rencontré Hank Albarelli, son auteur? Absolument, oui, tout à fait, oui. Qui travaillait en fait sur le décès suspect d'un membre de la CIA. Donc, qui était chimiste et qui se trouvait, lui, à Pont-Saint-Esprit quelques mois avant le drame. Et donc, Hank Albarelli ne travaillait pas du tout sur... il travaillait vraiment sur le meurtre d'Olson. C'est-à-dire qu'il s'intéresse au fait que, quand même, un chimiste, quelqu'un d'important de la CIA, qui va se défenestrer, je crois, ou tomber... après avoir eu une dose à son insu de LSD voilà, dans son verre, mis par ses collègues de la CIA qui s'amusaient de temps en temps à se tester certaines drogues, les moins fortes, sur eux-mêmes. Et donc, ça a été le cas pour Frank Olson. Alors lui, le journaliste, il enquête là-dessus et il se rend compte que Olson était à Pont-Saint-Esprit. Comment il a su ça? Des correspondants, des ordres de mission, son passeport, en fait. Voilà, par son passeport, il s'est aperçu qu'il était en France et il l'a localisé à Pont-Saint-Esprit, donc quelques mois avant le drame. Ce qu'il y a d'intéressant là-dessus, c'est que par la suite, effectivement, Frank Olson a dit j'ai fait une terrible erreur. Il a fait des confidences, oui, c'est ça. Le titre du livre Terrible Mistake, sont les mots employés par Olson auprès de certains de ses amis. Tout à fait, oui. Et il a commencé à faire une longue dépression à cette époque-là. Sa femme s'est beaucoup inquiétée. Et on n'a jamais bien compris pourquoi, parce qu'il était bien sûr sur le sceau du secret. Et du coup, l'affaire... Et donc, Hank Albarelli est tombé
tout à fait par hasard, en demandant une déclassification des documents concernant Frank Olson, est tombé tout à fait par hasard par des documents qui reliaient la CIA à Pont-Saint-Esprit, mais aussi la Maison-Blanche à Pont-Saint-Esprit. Donc ces documents sont tout de même assez accablants, puisque on discute avec des responsables du laboratoire 112, inventeurs du LSD, qui disent que effectivement à Pont-Saint-Esprit il ne s'agissait pas du tout de l'ergot de seigle, mais qu'il s'agissait du LSD, et donc que le LSD avait été utilisé à cette à l'insu de la population. Oui. Donc c'est à ces documents-là que vous le dites dans le film, quoi, vraisemblablement déclassifiés par erreur, quoi. Par erreur, absolument. Quand le journaliste a fait la demande. Alors qu'est-ce qui vous a le plus surpris, vous, dans cette enquête? Parce que vous avez passé du temps aux États-Unis à voir donc ce journaliste, d'autres aussi, ces ex-cobayes qui vous ont ouvert leurs portes et qui vous ont raconté en vous fournissant les documents qui prouvaient ce qu'ils disaient. Vraiment stupéfait, c'est à quel point la plus grande démocratie du monde à cette époque-là, enfin celle qui, en tous les cas, qui était devenue un peu le garant des libertés, des protections sociales, etc., était capable de faire, et notamment sur son propre peuple, autant d'expérimentations qui rappellent fortement tout ce qui s'est passé dans les camps nazis. Et le mot n'est pas trop fort, malheureusement. Et ils ont fait ça aussi avec l'aide des médecins allemands qui étaient présents. Et qu'on avait exfiltrés après absolument. la guerre. Tout à fait. Et qui leur ont donné leur savoir, qui les ont alimentés avec ce qu'ils avaient fait. Et donc, ils ont continué certaines expériences. Ouais. Et ces savants, sous le sceau de la CIA, sont devenus fous parce qu'ils se sont dit, ah ben tiens, je travaille pour l'État. Donc, tout m'est permis parce que de toute façon, j'ai une couverture. Et se sont lancés dans des choses, mais sans limite. Et alors l'un de ces médecins, il y a un témoignage dans votre film là-dessus, l'un de ces médecins, à la stupéfaction de ses collègues, a un jour prescrit une dose d'une drogue, je ne sais plus laquelle, mais il a multiplié la dose par 10 000. Mais c'est dit, mais c'est pas possible les autres médecins qui venaient travailler ne comprenaient pas que une entité, parce que c'était vraiment une entité dans le milieu, puisse se permettre de tels excès. Mais maintenant, tous ces gens-là, il faut savoir que les plus grandes universités américaines ont participé à ça. Ça veut dire que tout le monde était dans une sorte de logique où il y avait d'un côté le grand Satan qui était l'Amérique pour les soviétiques, et de l'autre côté il y avait les rouges. Et donc les soviétiques, les Chinois c'était un peu moins important, mais en tous les cas les soviétiques, il y avait une guerre froide mais qui faisait rage à tous les niveaux. Et c'était celui qui trouvait la découverte scientifique qui allait sortir qui allait permettre au pays de sortir vainqueur en fait d'une guerre non déclarée. Et certains de ces cobayes, beaucoup de cobayes n'ont pas été au courant des expériences qu'on menait sur eux. Ah oui, la grande majorité. Oui, mais d'autres qui sont exprimés, qui s'expriment dans votre film. Oui, on leur a dit, il faut être un bon patriote. Tout à fait. Et notamment les soldats américains étaient utilisés. On les amenait à un endroit, on leur disait vous allez tenter des choses, notamment sur le LSD, mais en fait en parallèle on leur donnait du Banzilat. Pardonnez-moi, je vous interromps parce que j'ai les images du film qui arrivent en même temps que ce que vous dites. On donne des doses massives de LSD, mais en disant aux soldats, on vous donne un petit truc, mais c'est pour voir si vous continuez à obéir, si on peut continuer à diriger des soldats qui auraient pris du LSD. Évidemment, très rapidement, ça dérape. Absolument, oui. Parce qu'il y a des images que vous montrez qui sont incroyables. Absolument, oui. Bon. Ou alors dit, tiens, testez ces nouveaux masques à gaz, et en fait, à l'intérieur même des masques à gaz, respirant, il respire. Il y a des produits toxiques, très toxiques. C'est diabolique, ça. Et on regarde quels sont les résultats sur les soldats. Il y a eu des actions de masse d'ailleurs de la part des soldats, très importantes. Mais vous alliez vous présenter, moi je connaissais une jeune fille, elle allait se présenter dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle avait du mal à dormir. Elle avait des examens à venir. Donc on l'a isolée, elle avait 15 ans, on l'a isolée en lui disant attends ma petite, on va te soigner parce que c'est un peu plus grave. On demande aux parents de rester à l'écart pendant 1 mois. On l'isole dans une salle capitonnée et on en fait ce qu'on veut. Vous savez, on a même mis ces gens-là dans des états comateux avec des casques comme celui que vous portez là sur les oreilles, où on mettait 24 heures sur 24 des ordres en boucle
24 heures sur 24, où on cherchait justement à éradiquer. Alors ces gens-là sortaient de ces expérimentations sans savoir manger, sans reconnaître leurs parents, sans avoir l'usage de la parole, s'urinant dessus, etc., etc. Détruit, C'était complètement détruit. Complètement et c'est la plupart de ces témoignages ont été donnés devant les caméras des télévisions américaines, devant une commission d'enquête du Sénat ou de la Chambre des représentants. Il y a eu plusieurs commissions d'enquête où les gens sont venus témoigner, face caméra. Et au début, on les a pris pour des fous. On leur a dit, vous êtes bien gentils, mais retournez à l'hôpital psychiatrique parce que c'est là où vous appartenez. Mais petit à petit, les dossiers médicaux sont sortis, plus les documents secrets que la CIA avait brûlés en grande partie, mais ils ont oublié 20 000 pages. Et donc l'addition de tous ces éléments a fait que on s'est aperçu de l'immensité en fait de ces expérimentations et de l'atrocité que ça a pu être. Pont Saint-Esprit, 1951, 5 morts, 30 internés, 300 malades, le complot de la CIA. C'est le titre de l'enquête de mon invité Olivier Pighetti qui sera diffusé, rappelons-le, sur France 3 le 8 juillet prochain, donc la semaine prochaine à 23h15. On a beaucoup d'appels, Olivier Pighetti, sur le 3210 d'auditeurs d'abord stupéfaits de ce que vous dites, stupéfaits aussi lorsque vous dites que vous avez apporté les preuves évidemment des arguments qu'on développe, c'est-à-dire que vous avez tenu évidemment à vérifier que les fameux documents déclassifiés existaient bien. Oui, il s'agit pas de théorie du complot là. Voilà, on ne rentre pas là-dedans. Ce sont des documents de l'Amérique, reconnus par les Américains. Les présidents américains se sont excusés là-dessus. Donc, il faut faire vraiment attention. Ce sont des documents qui sont recevables par n'importe qui. Ça fait partie de ceux des bourreaux eux-mêmes. Voilà. Est-ce que vous avez parlé de Pont Saint-Esprit? Vous avez demandé, j'imagine, des interviews, et vous en avez dans votre film, des gens de la CIA, de l'armée américaine. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez prononcé le nom de Pont Saint-Esprit? Alors, déjà, des gens qui sont encore en vie, il y en a encore quelques-uns, 51. Il y en a de moins en moins. Voilà, c'est assez rare. Alors, c'était un petit peu, Pont Saint-Esprit, c'était, on n'en parle pas, c'est la France, etc. On sait ce qui s'est passé, mais on n'a pas les détails. Voilà. Donc, il y a des choses. Moi, je peux dire ce qui existe, c'est-à-dire ces documents qui relient, etc. Je peux dire ce que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Pont Saint-Esprit, par exemple. Sauf qu'à l'époque, c'était un village de rouge pour les Américains, parce qu'il y avait beaucoup de communistes en France. On ne sait pas non plus pourquoi Olson est venu à Pont Saint-Esprit. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est parce qu'il est venu passer ses vacances à côté? Il s'est dit, tiens, on pourrait faire l'expérience là? Ou est-ce qu'il est venu repérer? On ne sait pas. On ne sait absolument pas pourquoi à tel endroit. Ça, je ne peux pas le dire. Donc je dis ce que je sais, je dis ce que je sais pas aussi. Mais on sait que Olson a été le lien entre la CIA et le laboratoire Sandoz. Absolument. Ça, c'est incontestable pour parler de LSD. Tout à fait. C'était sa spécialité. Absolument. Il y est allé plusieurs fois. Ils ont racheté toutes les doses de LSD de Sandoz parce qu'ils avaient peur d'ailleurs que les Russes s'en emparent également. Voilà, s'en emparent. Donc il y avait vraiment une course à l'échalote par rapport à toutes ces drogues ou ces techniques. Mais il faut savoir qu'en Europe, Berlin était vraiment un laboratoire de toutes ces expérimentations. À Berlin, en fait, c'était un nid d'espions de tous les corps. Donc tout le monde s'enlevait dans tous les sens. Il y avait des gens parce que la ville était divisée entre les Américains, les Russes, les Français, donc, les Anglais. Donc dès qu'on arrivait à attraper quelqu'un de l'autre côté ou alors que des gens venaient, il fallait savoir si oui ou non ils disaient vrai ou pas. Et donc on expérimentait un nombre de substances énormes ou des techniques énormes. Et vous avez eu, parce que c'est très honnête de votre part de dire, moi je parle que de ce que je peux prouver. Le nom de Pont Saint-Esprit, il se trouve sur des documents déclassifiés, c'est clair, mais il n'y a pas toute l'histoire, évidemment. Non. Quand vous en
en parlez à un responsable de la CIA, il botte un peu en tout. Enfin, il y a notamment un responsable administratif. Voilà ça. C'est-à-dire que tout le reste, on voit Pont-Saint-Esprit, tout le reste est caviardé. Voilà, et c'est pas vous qui l'avez caviardé. Non, c'est bien eux. Quoi, ce sont les membres de la CIA qui ont tout barré en noir. Donc il y a le titre effectivement Pont-Saint-Esprit, et ensuite tout est barré en noir. Donc un de vos interlocuteurs, par exemple, qui s'occupait, je crois, du budget ou quelque chose comme ça, vous explique d'abord que c'était tellement secret que même à l'intérieur de la CIA, des tas de gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait, et il voulait s'entendre quand même, je sais pas si c'est cet homme-là ou un autre des témoins, mais il voulait s'entendre qu'ils étaient complètement barges, si vous me passez l'expression. Ah oui. Ils avaient été jusqu'à implanter un micro dans un chat pour le lâcher dans un square où deux espions étaient censés se donner rendez-vous pour voir si le chat ne pourrait pas enregistrer la conversation, et le chat était écrasé par un taxi, je crois. Exactement. Opération qui avait coûté quand même très cher. Mais à partir du moment où on veut mettre un micro dans le ventre d'un chat, on peut aussi vouloir bombarder un village du Gard avec un nuage de LSD. C'est comme ça qu'ils auraient fait, parce que vous posez la question. Ils sont passés par le pain. Ça, c'est certain. D'accord. Ils sont passés par le pain, tout est venu du pain. Oui. Donc, si quelque chose a été aspergé, c'est pas des avions, des drones, il n'y en avait pas à l'époque. Oui. Non, on en parlait d'ailleurs. Les Américains cherchaient justement à diffuser certaines drogues par la voie des airs. Ont tenté plusieurs expériences. Aux États-Unis. Avec du benzolite. On réussit d'ailleurs plus ou moins, mais dès qu'il y avait des vents ou des choses, etc., c'était plus possible. Donc, du coup, ils ont lâché, mais l'expert américain de l'armée américaine que j'ai interviewé, Ketchum, me disait, mais c'est scandaleux, ils auraient dû pousser plus loin ces expérimentations. On était prêt à arriver à parce que lui, il persiste et signe. Lui, mais tout à fait. Lui, il n'a pas d'état d'âme. Quand il n'a pas d'état d'âme. Répond à votre interview, mais tout à fait. Mais il dit, c'est moins mortel qu'une bombe. Alors. Bon, c'est un argument de poids que je peux t'entendre. Tout à fait, je peux l'entendre. Mais néanmoins, expérimenter ça sur des hommes qui ne sont pas en guerre, qui sont vos citoyens et des citoyens de pays qui sont théoriquement amis, parce que il y a eu effectivement. Il y a eu en Espagne quelque chose Alors en Espagne, il y avait des expérimentations justement sur l'implémentation d'objets dans le cerveau, d'émetteurs dans le cerveau, mais c'est surtout l'Angleterre. L'Angleterre, il y a eu un nombre très important d'expérimentations, très important, fait en même temps par les services secrets anglais et par les services secrets américains, en conjonction sur beaucoup de substances très toxiques. Alors, imaginons que la CIA vraiment monte cette opération Pont-Saint-Esprit, infecte la farine qui va faire le pain avec du LSD. Ils prennent contact avec les autorités françaises quand même. Alors ça, vous avez gratté de ce côté-là ou pas? Absolument. J'ai vu un très grand nombre d'anciens membres des services secrets, etc., qui tous n'étaient pas suffisamment âgés pour avoir eu, je sais pas, 30 ans ou 35 ans à cette époque-là. Je n'ai eu aucune affirmation ou confirmation. Par contre, tout ce que je sais, c'est que j'ai fait l'ensemble des archives départementales sur tous les dossiers qui contenaient le nom de Pont-Saint-Esprit. Certains documents ont disparu. Alors, je ne sais pas où ils sont. Et d'autres documents m'ont été accessibles, mais en fait ne donnaient pas d'informations capitales. Voilà. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a certains documents qui ont totalement disparu. Et ce qu'on sait aussi, c'est que on en apprendra peut-être un peu plus dans quelques années, parce que certains documents ne peuvent être consultés que 70 ans après les faits. Absolument. Donc voilà, 1951. On donne rendez-vous. 70. Voilà le rendez-vous. En tout cas, déjà, avant ce rendez-vous-là, on donne rendez-vous à ceux qui vous ont écouté aujourd'hui sur RTL. Olivier Pighetti, rendez-vous sur France 3 le 8 juillet à 23h15 pour voir ce film vraiment qui crée, on sort de là avec un certain malaise parce qu'on se dit vraiment, on aurait aimé que ça ne soit pas possible. Et il faut pas oublier que les expérimentations faites là-bas ont été utilisées par l'armée américaine en Afghanistan ou autre pour interroger des détenus. Voilà, ne cherchez pas la morale de l'histoire, il n'y en a pas. Merci beaucoup. Merci à vous. L'émission est terminée.